OK. Bonjour tout le monde. On commence aujourd'hui le chapitre 4 sur les principes, de dénombrement. Donc, le thème global de ce chapitre, c'est dénombrement. Qu'est-ce que c'est la technique de dénombrement? C'est, comme on dit toujours en français, c'est l'art de compter sans vraiment compter. Right? Vous avez peut-être vu cette technique dans vos cours de secondaire ou dans des cours de stats ou je ne sais pas quoi. Alors, l'idée, c'est de faire, de compter des situations sans vraiment aller compter individuellement chacun. La première section de ce chapitre, c'est les principes de dénombrement de base. Okay? Chaque technique de dénombrement en mathématiques est basée sur un de ces principes. Il y a 3 principes de dénombrement de base. En fait, il y en a 2, mais je veux inclure le 3e comme un cas particulier. Donc, le premier principe du dénombrement s'appelle le principe de la somme. Principe de la somme. Ce principe est basé sur le théorème évident suivant. Si A et B sont deux ensembles finis, alors la cardinalité de A union B, c'est la cardinalité de A plus la cardinalité de B. Si A et B sont deux ensembles finis et disjoints. Donc ici, A inter B égale A vide. Donc vous avez deux ensembles ici dans un ensemble universel et ces deux ensembles sont disjoints, ils n'ont pas d'intersection, comme ça. Alors, combien d'éléments y a-t-il dans leur union? C'est bien sûr le nombre d'éléments dans A, la cardinalité de A, plus la cardinalité de B. Ça, c'est la cardinalité de leur union. Et par exemple, comment j'applique ça en pratique? Dans un restaurant, vous avez deux menus pour hors d'œuvre, c'est-à-dire pour un side dish. Ils vous offrent soit salade, soit soupe. Donc deux menus différents. Sur le menu de soupe, il y a 10 choix et pour le menu de salade, il y a 6 choix. Alors, combien de choix possibles pour un side dish? Vous avez le droit de choisir soit soupe, soit salade. Bien sûr, vous allez choisir un item de menu de salade, puis ou un item de menu de soupe, n'est-ce pas? Donc là, combien de choix possibles? C'est 10 plus 6 qui est égal à 16. Parce que les deux menus sont disjoints. Il n'y a pas un item commun entre les deux, bien sûr. Donc, une généralisation de ce principe, c'est le principe d'inclusion-exclusion. Donc, inclusion, exclusion. Alors, le principe d'inclusion-exclusion, c'est une généralisation du principe de la somme. Ici, on ne suppose pas que les deux ensembles sont disjoints. Donc, on a deux ensembles quelconques, A et B. Il est possible qu'on a une intersection entre les deux. Alors, on a deux ensembles finis A et B. Quelle est la cardinalité de leur union? Combien d'éléments dans leur union? Bon, c'est la cardinalité de A plus la cardinalité de B. Mais je dois retrancher la cardinalité de A inter B parce que j'ai compté cette partie 2 fois. Donc, ça s'appelle le principe d'inclusion-exclusion et la petite preuve est inclue dans la lecture 14 dans Brightspace. Donc, allez-y lire la petite preuve. Donc, ça, c'est une généralisation du principe de la somme. Pourquoi c'est une généralisation? Qu'est-ce qui se passe si A et B sont disjoints? Alors, leur intersection est vide et la cardinalité de l'ensemble vide est 0. On retrouve alors le principe de la somme tout de suite. Right? Donc, ça, c'est le principe d'inclusion-exclusion. Il y a une version plus générale que ça, ce qui donne l'union, la cardinalité de l'union de n'importe quel nombre fini d'ensemble fini. On ne va pas utiliser cette formule un peu fancy pour nous, mais au moins, il faut savoir la généralisation pour le cas 3 ensembles et le cas 4 ensembles. Alors, que dit le principe pour l'union de 3 ensembles finis? Donc, si vous avez 3 ensembles finis, A1, A2, A3, c'est quoi la cardinalité de leur union? Bon, c'est une somme alternée. Donc, ça alterne plus, ensuite moins, ensuite plus, selon les familles. Alors, la première chose, c'est tout d'abord la somme des cardinalités. Donc, cardinalité de A1 plus cardinalité de A2 plus cardinalité de A3. Ça, c'est la première classe, la somme des cardinalités. Ensuite, la deuxième classe, je fais moins.
moins les cardinalités des intersections 2 à 2. Quelles sont les intersections 2 à 2? Cardinalité de A1 inter A2, moins, on est toujours dans la même classe, donc toujours moins A1 inter A3, moins la cardinalité de A2 inter A3. Voici toutes les intersections 2 à 2, n'est-ce pas? Donc, il y a des moins ici, comme vous remarquez. Moins, moins et moins. Ensuite, la classe suivante, c'est les intersections 3, mais il y a juste 3 ensembles ici. Donc, la cardinalité de A1 inter A2 inter A3, avec un plus ici. Donc, ça, c'est le principe d'inclusion-exclusion pour 3 ensembles. Et même chose pour 4 ensembles. Alors là, on fait la cardinalité de A1, union A2, union A3, union A4. Vous avez 4 ensembles ici. Alors, la première classe, c'est la somme des cardinalités. Donc, A1 plus la cardinalité de A2, plus la cardinalité de A3, plus la cardinalité de A4. Ensuite, la deuxième classe, je fais un moins maintenant. Donc, moins des intersections 2 à 2. Vous avez A1 inter A2. Je ne fais pas A2 inter A1 parce que c'est la même chose, n'est-ce pas? Ensuite, moins la cardinalité de A1 inter A3, moins la cardinalité de A1 inter A4. Ensuite, il reste moins A2 inter A3, la cardinalité de A2 inter A4, et moins la cardinalité de A3 inter A4. Voici la deuxième classe, toutes les intersections 2 à 2. Ensuite, la classe suivante, ça va être avec un plus. Donc, c'est plus les cardinalités 3, 3. Donc, A1 inter A2 inter A3, plus A1 inter A2 inter A4, plus A1 inter A3 inter A4, n'est-ce pas? Ensuite, plus, parce qu'il y a d'autres intersections 3, 3. Bon, il y a A2 inter A3 inter A4. Voici toutes les intersections 3, 3. On a terminé cette classe. La classe suivante, c'est des intersections 4, 4, mais avec un moins. Mais il y a juste 4 ensemble ici, donc c'est juste A1, inter, A2, inter, A3, inter, A4. All right? Donc, voici le principe d'inclusion-exclusion pour 4 ensembles, pas nécessairement disjoints. Donc, vous devez être capable de faire le cas n égale à 2, 3 et 4. 2 ensemble, 3 ensemble, 4 ensemble. À part ça, on ne va pas aller plus que ça. Puis, le troisième principe, qui est peut-être le plus important, c'est le principe du produit. Principe du produit, qui dit la chose suivante. Donc, la cardinalité du produit cartésien A1 fois A2 fois, etc., fois AN. Je vous rappelle que veut dire ça. Que veut dire ce produit cartésien? Qu'est-ce que c'est qu'un élément ici? Un élément ici, c'est un n-uplet. Hein, ça dépend combien de composantes on a. Donc, voici un élément arbitraire. C'est un vecteur à n composantes, parce qu'on a n ensemble. La première composante se trouve dans l'ensemble A1, la deuxième se trouve dans l'ensemble A2, ainsi de suite, et la dernière se trouve dans l'ensemble A1. Okay? Donc, le produit cartésien, c'est la collection, c'est l'ensemble de toutes les n uplets, tous les vecteurs à n composantes. Chaque composante se trouve dans les ensembles correspondants. Right? Et donc, le théorème, ou bien le principe de produit dit que combien d'éléments y a-t-il dans le produit cartésien? C'est-à-dire, combien de listes ordonnées comme ça, combien de vecteurs comme ça, je peux former? Alors, le théorème dit que ça, c'est la cardinalité de A1 multipliée par la cardinalité de A2, etc., multiplié par la cardinalité de AN. Right? Donc, comment je peux interpréter ce résultat d'une façon un peu différente? Combien de listes je peux former x1, x2, jusqu'à xn? Donc, ça, c'est le but du principe du produit. Je pense à ça comme un nombre de listes, le nombre de vecteurs que je peux former. Si x1 peut prendre n1 valeur, donc ça, c'est xk ici, si vous voulez, xk. Supposons que la première composante peut prendre n1 valeur. Pour chacune de ces valeurs, la deuxième composante peut prendre n2 valeurs. Pour chacune de ces valeurs, la troisième composante peut prendre n3 valeurs, ainsi de suite. Et pour chacune de ces valeurs précédentes, la dernière composante peut prendre nk valeurs possibles. Donc, la première composante peut prendre n1 valeurs. Pour chacune de ces valeurs, la deuxième composante peut prendre n2 valeurs, ainsi de suite. Combien de listes comme ça je peux former? Je peux former n1 multiplié par
N2, multiplié par, etc., multiplié par NK listes possibles. Ouais. Donc, le principe du produit compte combien de listes possibles je peux former si je connais les possibilités de chacune des composantes. Donc, ça, c'est le principe du produit. Et dans la lecture, je fais beaucoup d'exemples et je vous invite à les lire. Par exemple, le nombre de mots binaires de longueur n. Qu'est-ce que c'est qu'un mot binaire de longueur n? Un mot binaire de longueur n, c'est une liste ordonnée, x1, x2, jusqu'à xn, n'est-ce pas? Chacune de ces xi est soit 0, soit 1, n'est-ce pas? Alors, combien de valeurs possibles pour la première composante, le premier bit? Il y en a 2. Pour chacune de ces valeurs, il y a 2 valeurs possibles pour 2, indépendamment de la première, ainsi de suite. Il y a 2 valeurs possibles pour la énième composante. Donc, au total, par le principe de produit, combien de listes comme ça je peux former? Combien de mots binaires comme ça je peux former? 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois. Donc, 2 à la puissance n. Donc, l'ensemble de mots binaires, ou bien le nombre de mots binaires de longueur n, c'est exactement 2 à la puissance n. Il y a 2 à la puissance n mots binaires de longueur n au total. Une autre application très importante, c'est le nombre de fonctions. Alors, je vous donne un petit exemple ici. Considérez cette fonction disant x1, x2, x3, puis l'ensemble, le codomaine, c'est y1, y2, y3, y4, y5. Donc, ça, c'est l'ensemble A et ça, c'est l'ensemble B. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction de A dans B? Alors, ça c'est une règle de correspondance qui, à tout élément de A, fait associer un élément de B. On suppose maintenant qu'on a un ordre fixé sur les éléments de A. Donc, les éléments de A sont x1, x2, x3, dans cet ordre. Je fixe un ordre pour les éléments de A. L'ordre est fixé comme ça. Alors, former une fonction de A dans B revient à associer un élément de B pour x1, un élément de B pour x2, puis un élément de B pour x3. Je vais choisir ça. Alors, ça, c'est une fonction. Chaque élément de A admet une image et une seule, n'est-ce pas? C'est vrai qu'ici, y3 est une image 2 fois, mais ça ne contredit pas la définition d'une fonction. Oui, ça, c'est une fonction qui n'est pas injective, mais on ne parle pas d'injectivité ici, on parle d'une fonction. Donc, cette fonction, je peux la représenter comme y1, y3, puis y3, comme cette liste. Alors, sous-entendu, cette liste est une fonction de A dans B. Comment j'interprète cette liste? Ça, c'est l'image de l'élément x1, ça, c'est l'élément de l'image x2, et ça, c'est l'image de l'élément x3. Right? Alors, dans le même contexte, je vous donne y5, y4, y1. Alors, ça, c'est une fonction de A dans B, définie par l'image de x1, c'est l'élément y5, l'image de x2, c'est l'élément y4, et l'image de l'élément x3 égale y1. Donc, tout ceci pour dire que une fonction d'un ensemble fini A dans un ensemble fini B est une liste ordonnée des images. Il suffit de donner la liste des images. Bien sûr, si je change l'ordre ici, je change la fonction, parce que c'est comme ça je change les images. Right? Donc, compter combien de fonctions de A dans B revient à compter combien de listes ordonnées je peux former. Bon, alors, si A contient M éléments, B contient N éléments. L'ensemble d'arrivée contient un élément, l'ensemble de départ contient M éléments. Alors, une fonction de A dans B, une fonction f de A dans B, est représentée par une liste Z1, Z2, jusqu'à Z quoi? Est-ce que ça c'est M ou N ici? Rappelez-vous que ce sont des images. Les images de quoi? Les images des éléments de A. Combien d'éléments de A? M éléments de A. Donc ça, c'est une fonction. Hein? Chacun de ces ZI est un élément qui se trouve où? C'est une image, donc c'est un élément qui est dans B. Right? Right. Donc, compter combien des images de A dans B revient à compter combien des listes comme ça je peux former. Les ZI sont des éléments de B et il y en a M ici. M, c'est le nombre d'éléments de A, parce que chacune de ces composantes est une image. Alors, comment je compte ici le nombre de ces listes? C'est le principe de produit que j'utilise ici. Alors, combien de valeurs possibles pour Z1? Rappelez-vous que Z1, c'est un élément de B.
Donc, B contient n éléments, donc ça c'est n. Z2 peut prendre n valeurs, ainsi de suite. Et la dernière composante peut prendre n valeurs. Il n'y a pas de restriction sur les fonctions. Les fonctions peuvent être injectives, non injectives. Je ne parle pas de ça maintenant. Je parle juste d'une fonction. Donc, au total, combien de listes comme ça je peux former? N fois n fois n fois n. Combien de fois? M fois. Donc, c'est n à la puissance m. Donc, ça, c'est le nombre de fonctions possibles d'un ensemble A qui contient m éléments dans un ensemble B qui contient n éléments. L'exposant, c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble de départ. La base, c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble d'arrivée. Par exemple, quel est le nombre de fonctions de A dans B si A contient 6 éléments et si B contient 4 éléments? Right? Donc, combien de fonctions possibles au total? C'est 4 à la puissance 6. Right? Donc, ça, c'est le nombre de fonctions possibles entre ces deux ensembles. Toutes les fonctions possibles. Right? Donc, ça, c'est une application du principe du produit. Si je veux compter maintenant les nombres de fonctions injectives de A dans B, combien de fonctions injectives y a-t-il de A dans B? Bon, une fonction est injective, comme d'habitude. Une fonction, c'est représenté comme ça. Donc, Z1, Z2 jusqu'à Zm. Sous-entendu, maintenant, Z1, c'est l'image de X1, Z2, c'est l'image de X2, et Zm, c'est l'image de Xm. M étant la cardinalité de l'ensemble A. Donc, ça, c'est une fonction de A dans B. Si je veux que cette fonction soit injective, qu'est-ce que je dois imposer comme condition? Une fonction injective, toutes ces images sont différentes. Elle ne peut pas envoyer deux éléments différents à deux images différentes. Donc, toutes les images sont différentes. Donc, combien de valeurs possibles pour Z1? Z1 est un élément de B, et dans B, il y a n possibilités, n éléments. Pour Z2 maintenant, comme Z1 est déjà fixé, Z2 peut prendre combien de valeurs? Déjà, on a pris une valeur pour Z1, donc il reste n-1 valeur. Pour Z3, ici, Z3, disons, il y a n-2 valeurs, ainsi de suite. Pour Zm, combien de valeurs possibles? n-m-1. Pourquoi? Regardez, Z2, il y a n-1. Pour Z3, il y a n-2. Pour Zm, il y a n-m-1. Donc, au total, combien de fonctions injectives? Je fais le règle de produit, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'au n-m plus 1. Regardez, lorsque j'ouvre les parenthèses, ça devient un plus. Right? Donc, mais on peut montrer facilement que ça, c'est la même chose que factoriel n sur factoriel n-m. Right? Ici, bien sûr, on suppose que la cardinalité de B, c'est-à-dire n, est supérieure ou égale à m. Parce que autrement, si n est inférieur à m, on a vu dans la lecture, il n'y a aucune possibilité d'une fonction injective. Pour qu'on ait une fonction injective de A dans B, il faut qu'on ait plus d'éléments dans B que les éléments dans A. Donc ça, c'est le nombre de fonctions injectives de A dans B. Personne ne va vous demander de reproduire ces preuves, mais il faut les savoir. Le nombre de fonctions injectives, ainsi de suite. Puis, le nombre de fonctions surjectives, c'est un peu différent. C'est un peu plus complexe. Alors, je vous donne un petit exemple ici. Supposons qu'on a une fonction f d'un ensemble A dans un ensemble B. Et je vais prendre l'exemple simple ici. A, c'est x1, x2, x3, x4. Puis B, il y a deux éléments seulement, y1, y2. Right? Y1, y2. Donc A contient 4 éléments, B contient 2 éléments. Je veux compter combien de fonctions surjectives y a-t-il de A dans B. Bon, alors pour qu'une fonction soit surjective, il faut que chacun de ces deux éléments, y1, y2, soit une image, n'est-ce pas? Donc regardez qu'est-ce que je fais. Je prends B1 comme étant l'ensemble des fonctions de A dans B, tel que y1 n'appartient pas à l'image. Et je prends B2 comme étant l'ensemble des fonctions f de A dans B, tel que l'élément y2 n'appartient pas à l'image. C'est-à-dire, B1, c'est la collection de toutes les fonctions qui n'ont pas l'élément y1 dans l'image, comme une image. Et B2, c'est la collection de toutes les fonctions qui n'ont pas y2 dans l'image. C'est-à-dire, y2 n'est pas une image. Si je fais B1 union B2, que représente B1 union B2?
c'est-à-dire toutes les fonctions qui se trouvent soit dans B1, soit dans B2. C'est-à-dire toutes les fonctions qui n'ont pas Y1 comme une image ou qui n'ont pas Y2 comme une image. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fonction non surjective? Une fonction est non surjective si et seulement si Y1 n'est pas dans l'image ou Y2 n'est pas dans l'image. Parce que pour qu'une fonction soit surjective, il faut que les deux éléments de B soient dans l'image. Donc ça, c'est l'ensemble des fonctions non surjectives. Ce sont B1 union B2, c'est la collection de toutes les fonctions qui ne sont pas surjectives. Quel est le nombre total des fonctions de A dans B? Le nombre total de fonctions de A dans B, on vient de le calculer. Ça, c'est 2, la cardinalité de l'ensemble d'arrivée, élevé à la puissance 4, la cardinalité de l'ensemble de départ. Donc ça, c'est le nombre de toutes les fonctions possibles. Injectives, non injectives, surjectives, non surjectives, peu importe. Ça, c'est l'ensemble de toutes les fonctions possibles de A dans B. Si je fais ça maintenant, de A à la puissance 4 moins la cardinalité de B1 union B2, qu'est-ce qu'il me reste? Cette partie ici, c'est le nombre de fonctions non surjectives. La cardinalité de B1 union B2, c'est le nombre des fonctions non surjectives. Donc, j'ai pris le nombre de toutes les fonctions, j'ai enlevé le nombre de fonctions surjectives. Qu'est-ce qui reste alors? Le nombre de fonctions surjectives. Donc, je répète, cette partie, c'est le nombre des fonctions non surjectives. Ça, c'est le nombre de toutes les fonctions au total. Donc, ça, moins ça, qu'est-ce qui reste? Il reste le nombre des fonctions surjectives. Alors, pour terminer, c'est facile maintenant de calculer le nombre de fonctions surjectives. Comment je calcule ça? Par la règle d'inclusion-exclusion. B1 union B2, c'est la cardinalité de B1 plus la cardinalité de B2 moins la cardinalité de B1 inter B2. Et faites attention, B1, c'est quoi? C'est la collection de toutes les fonctions qui n'ont pas Y1 dans leur image. Mais on travaille avec ça. X1, X2, X3, X4. Ça, c'est l'ensemble A. Et ça, c'est l'ensemble B qui contient juste deux éléments. Qu'est-ce que c'est que ce B1-là? C'est toutes les fonctions qui n'ont pas Y1 dans l'image. Donc, Y1 n'est pas dans l'image. Donc, ici, il n'y a qu'une seule image. Donc, quelle est la cardinalité de B1? C'est comme si on prenait une fonction de A dans le singleton Y2. Okay? Donc, la cardinalité de B1, c'est les fonctions, le nombre de fonctions de A dans le singleton Y2. Donc, c'est 1 à la puissance 4, parce que l'ensemble de départ ici a un seul élément. Même chose pour la cardinalité de B2, c'est 1 à la 4. Et moins, qu'est-ce qui est dans l'intersection? L'intersection veut dire toutes les fonctions qui n'ont pas Y1 comme une image et qui n'ont pas Y2 comme image. Mais Y1 et Y2 sont les seuls éléments de B. Que veut dire Y1 et Y2 ne sont pas dans l'image? Donc, cette fonction donc ça, c'est l'ensemble vide. Parce que pour qu'on ait une fonction, il faut que soit Y1 est une image, soit Y2 est une image. Donc, c'est quoi la cardinalité de l'intersection? C'est 0. Et là, je trouve 2. N'est-ce pas? Donc la cardinalité je connais cette partie ici. Je fais 2 à la 4 moins cette partie et je retrouve le nombre de fonctions surjectives. Comprenez bien le cas où la cardinalité de B égale à 3. J'ai fait ça dans un exemple. Et envoyez-moi en courriel si vous avez des questions. Il est très important, pour cette partie, pour ce chapitre, on apprend avec des exemples. Il est très important de lire et de ne pas laisser tomber, c'est-à-dire il faut essayer pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe dans les techniques. Alors, c'est à mesure qu'on pratique qu'on devient familier avec ces notions. All right?